municipalité de Lapinière. Vous disposez de 9 minutes 54 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous pour votre présentation. Est-ce que vous allez aussi déposer un mémoire écrit? Non, je n'ai pas déposé de mémoire écrit. Vous n'avez pas l'intention de le faire non plus? J'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Je ne vais pas vous obliger, c'était juste une question pour vous poser. Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes une plateforme de vente primaire, oui. De même style que eCible, la plateforme Tuxedo de eCible, sauf que vous cohabitez bien parce que vous faites à peu près la même chose, mais vous avez une clientèle différente. Et dans votre cas, vous avez environ 4000 clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec le schéma que nous qu'a inclus M. Bergeron dans son mémoire? Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais où il montrait qu'en fin de compte, ce qu'il disait, c'était que les salles de spectacle qui sont les diffuseurs devraient être partie prenante de tout ça et qu'on devrait peut-être, à la place de certaines dispositions prévues dans le projet de loi, si on se servait déjà de la manière dont fonctionne l'écosystème actuellement et qu'on obligeait que dans l'entente entre le producteur et le diffuseur, bien, ce soit mentionné si on veut qu'il y ait si on veut utiliser une plateforme de revente ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? J'ai pas assez de données, mais je pense pas qu'il y ait un gain particulier là, en efficacité ou en... non, c'est ça, c'est difficile, mais je sais pas s'il y a 200 producteurs au Québec. Il y a 200 lieux de diffusion. En fait, du moins, Groupe eCible sert 200 lieux de diffusion. Donc, je pourrais pas dire, mais celui qui en a le moins est la personne la mieux placée pour simplifier le travail. D'accord, parfait. Vous avez dit que peu d'artistes québécois attirent les grandes plateformes de revente, que ce sont plutôt des plateformes de revente québécoises. Oui. C'est ça? Donc, alors, on peut s'attendre à ce que ces plateformes québécoises soient évidemment ciblées par le projet de loi, que le projet de loi puisse effectivement être efficace pour ces plateformes. Mais quand il s'agit d'une plateforme de revente qui est dans un autre pays, est-ce que, même si on exige dans la loi qu'il y ait un bouton pour identifier que c'est une plateforme de revente, est-ce que vous pensez que que la loi va quand même avoir une portée sur ces plateformes-là ou pas? Je ne sais pas si c'est efficace, puis je ne sais pas s'ils vont considérer le Québec comme un assez grand marché pour ça. Puis j'aimerais quand même aussi souligner un point, là, puis mon but n'est pas de me faire d'ennemis non plus, mais clairement, les plateformes de revente, ils jouent quand même un rôle dans la découvrabilité. Si c'est les premiers à sortir parce qu'ils font mieux leur travail au niveau du marketing, bien, il y a des leçons à tirer du côté des diffuseurs dans tout ça. On sait comment que ça fonctionne, le marketing en ligne aussi. C'est une compétition, c'est qui va payer le plus cher pour le clic bien souvent. Mais s'il y a tant de personnes qui achètent sur une plateforme de revente présentement, c'est parce que les plateformes de revente gagnent cette partie-là de la bataille. Donc, en tout cas, si j'étais un diffuseur, moi, j'y verrais une stratégie à combler. Mais oui, ça joue quand même un rôle dans la découvrabilité. Puis les modèles européens aussi sont un petit peu différents. Donc, en Europe, ce qu'on va souvent voir, c'est que on va voir une méthode de multicanal, si on peut dire. Donc, le billet est émis par une billetterie primaire, mais est distribué à travers un réseau qui est beaucoup plus large. C'est une méthode de commercialisation qui est différente. Puis, je n'ai pas les statistiques pour prouver si c'est efficace ou non, mais si on exclut le fait qu'il y a un profit qui se fait sur la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre de l'équation, ben, je pense que des fois, les plateformes de revente jouent un petit peu ce rôle-là. Évidemment, on aimerait que ce soit fait au bénéfice du créateur et puis au bénéfice du consommateur et puis de l'organisateur de l'événement. Quand vous faites référence à ce modèle de plateforme en Europe, est-ce que, par exemple, je pense à quelqu'un va
en voyage en Europe puis veut en profiter pour aller voir un spectacle va sur une plateforme, je ne sais pas quel spectacle à Londres à l'été 2026 ou à Paris ou peu importe. Et est-ce que c'est sur ce genre de plateforme où on atterrit finalement avec la liste de parfois centaines de salles de spectacle et les représentations qui ont lieu? Est-ce que c'est le genre de modèle où ce serait des vendeurs primaires, mais qui sont annoncés sur cette plateforme-là? C'est ce que ça? Oui, je pense que c'est plus souvent des vendeurs primaires qui vont distribuer à travers différents canaux. On le voit dans d'autres commerces. Là. Je veux dire, Amazon, c'est ça aussi. Là. C'est des vendeurs primaires qui ont un marketplace, souvent une place de marché, puis qui vendent à travers ces plateformes-là. Ça a été comme ça depuis aussi longtemps que je fais de la billetterie. Là. Donc... Parfait. Quand vous avez dit à quelques reprises, il faut que les artistes aient le gros bout du bâton, les artistes ou les producteurs qui les représentent. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement dans le concret? Qu'est-ce qui devrait être fait, par exemple, dans le projet de loi pour que ça arrive, pour que les artistes en bénéficient le plus, puis évidemment, tout en pensant qu'on veut protéger les consommateurs. Oui, mais je pense que déjà de demander, là, puis on espère que ça va réussir, puis que tout le monde va se soumettre à cette volonté-là, là, de demander le consentement du producteur pour établir la fourchette de prix de vente, c'est important. Tant qu'il y a quelqu'un qui va être prêt à payer plus cher que la fourchette de prix de vente que l'artiste définit pour aller voir un événement, il va réussir. Là. Puis ça, c'est peu importe le moyen. N'importe qui est prêt à mettre le prix va réussir à aller chercher le billet qu'il veut. Après ça, bon, je rejoins un peu M. Bergeron là-dessus. Là. Je pense qu'il faut oser vendre notre marchandise à la juste valeur aussi. C'est pas toujours facile de trouver l'équilibre entre découvrabilité, accessibilité, etc. Et puis le vendre au prix du marché, là, finalement. Donc ça, je pense... Je ne sais pas exactement comment on pourrait aider les artistes à ce niveau-là. C'est sûrement dans les techniques de commercialisation, puis ensuite de ça, de validation, là, d'accès, si on peut dire. Mais ouais, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail qui est entre les mains là, des producteurs et des artistes. D'accord. Maintenant, vous avez dit que le nom du détenteur initial des billets, évidemment, pourrait être plus problématique. Pourquoi? Bien, en fait, comment une validation de carte de crédit fonctionne, c'est que le détenteur de la carte de crédit va rentrer ses informations sur notre plateforme. Notre plateforme de paiement, qui est notre fournisseur de services de paiement, va aller valider ces informations-là avec la banque émettrice de la carte de crédit, puis il va nous retourner des crochets verts là, pour nous dire le nom est correct, l'adresse est correcte, le code postal est correct, les 3 petits chiffres vérificateurs sont corrects. Puis à ce moment-là, on va autoriser une transaction. Les modèles qu'on voit là, à l'extérieur du Québec, je ne peux pas dire que c'est le cas nécessairement ici, c'est qu'on utilise des cartes de crédit virtuelles qui sont souvent liées à des identités synthétiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de manières là, d'aller confirmer là, l'identité de la personne. Ceci dit, je pense que c'est mieux de faire cette mesure-là que de ne pas la faire. Mais ce serait pas, mettons, en tant que consommateur, là, ce serait pas la chose qui me rassurerait nécessairement dans le processus d'achat. Là. Ça changerait probablement pas ma décision, en fait, d'achat ou non. Là. Quand vous parlez d'identité synthétique, est-ce que vous parlez d'identité inventée? Oui, moins une personne qui est axée vers la technologie. Là. Je suis plutôt quelqu'un qui est axé vers la commercialisation, si on peut dire. Donc, je ne connais pas exactement les différentes méthodes qui peuvent exister pour aller chercher ça, mais c'est des méthodes qui sont documentées là, dans différentes études. Est-ce que ça peut être des identités qui sont prises à même des vols d'identité? Ça se pourrait.
J'imagine que oui. OK. C'était pour m'éduquer aussi sur le côté informatique de la chose que je vous posais la question. Quand il était question de parler de stratagème, vous avez dit, bon, les clients sont frustrés, puis les artistes sont frustrés aussi, mais vous avez parlé aussi d'intelligence artificielle, puis est-ce que j'ai bien compris que vous avez parlé de FinTech? Oui, bien, les cartes de crédit virtuelles, OK. Oui. Les cartes de crédit virtuelles qui entrent dans la FinTech, Exact, qui font partie de la FinTech et qui sont... comme on vient juste de le dire, là, qui sont problématiques parce que ça va avec des identités synthétiques aussi. D'accord. Est-ce que... Oui. Puis, je vais revenir moi aussi sur la découvrabilité parce que vous avez mentionné à juste titre, je pense, quand si une personne peut avoir 4 billets pour des différents spectacles locaux, je veux dire ça, des spectacles sur la scène québécoise par des artistes québécois plutôt qu'un pour le même prix pour un artiste étranger. Mais comment, parce que j'ai pas tout à fait compris tout à l'heure quand il y en a été question, oui, vous avez dit qu'il faut intensifier les efforts mis sur la découvrabilité des artistes québécois, mais je voyais pas comment, dans le cadre du projet de loi actuel, on pouvait faire ça, augmenter encore augmenter encore la découvrabilité. Oui. Ou est-ce que vous pensez à des façons de faire, peut-être? Le projet de loi actuel, il s'attaque à un symptôme. La découvrabilité s'attaque à une cause. C'est essentiellement ça. C'est clair que c'est pas à travers le projet de loi qu'on peut s'attaquer à la découvrabilité. Je pense que c'est à travers d'autres initiatives. Mais je pense que c'est important de le mentionner parce que on peut prendre des aspirines là, pour notre mal de tête, mais si on ne sait pas pourquoi on a mal à la tête puis que ça revient tout le temps, bien, à un moment donné, il faut se demander c'est quoi la cause. Donc, peut-être c'est parce qu'on ne dort pas assez ou peu importe, là, mais c'est ça. Puis la chose est, puis ça a été exposé, ne sont pas pleines les salles d'artistes québécois. Il y a encore de la place. Il y en a qui sont pleines. Puis on est content quand elles sont pleines. Puis on espérait qu'il y en ait encore plus de pleines. Puis si on accapare ce temps-là puis ce budget-là auprès du consommateur pour des artistes locaux, ben on gagne, là, en fait, collectivement. Puis aussi, il faut adapter. Tu sais, présentement, la musique québécoise là, sur les plateformes de streaming, là, c'est systématiquement classé comme de la musique francophone. Il n'y a pas d'autre identification que de la musique francophone. Donc, ça n'aide pas beaucoup la découvrabilité. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives là, qui travaillent là-dessus. Moi, j'encourage à continuer là, dans ce sens-là. Et puis, je pense qu'on peut même être plus direct et plus intentionnel là, en allant jusqu'à supporter là, les campagnes promotionnelles des artistes pour faire connaître leur contenu, pas juste leur spectacle. Et puis, je pense que ça va faire une différence là, globalement. Puis pourquoi je comprends votre analogie avec l'aspirine, là, mais dans quelle mesure la découvrabilité, c'est la cause de quoi, la découvrabilité? J'aurais pensé que c'était peut-être un remède, mais vous dites que c'est la cause. Bien, si on n'est pas au fait, puis si on n'est pas curieux de découvrir la culture d'ici, bien, on est moins porté à la consommer. Ça, c'est sûr et certain. C'est moins facile de découvrir probablement de la musique d'ici, de la musique québécoise maintenant que ça l'était avant. C'est plus compliqué, évidemment, là, pour les artistes de se faire voir à travers les différents algorithmes là, qui servent un enjeu. Là, c'est celui des plateformes, bien souvent, qui est de générer du profit. Puis, pour le moment, je pense que Taylor Swift est ressorti beaucoup. Là. Je m'excuse à Taylor Swift de m'acharner sur son cas. Mais si on est systématiquement exposé et puis si on se fait systématiquement recommander d'écouter Taylor Swift plutôt que d'écouter, je vais reprendre Ariane Roy parce que c'est tout le temps le nom qui me revient. J'ai vu son show cet été, ça m'a jeté à terre.
on va être en compétition avec plus de monde pour aller voir le même spectacle. Les prix vont augmenter, on va dépenser plus d'argent, souvent trop. Ça a été très bien exposé aussi là, dans le reportage qu'il y a eu à Enquête la semaine dernière, je pense, ou l'autre semaine d'avant. On a vu une consommatrice payer plus cher que son budget initial pour voir un spectacle, puis carrément dire, bien, j'imagine que je vais aller voir moins d'autres spectacles. Fait que si on a une plus grosse tarte dans laquelle il y a plus de petites pointes, ben on satisfait sûrement plus de gens. Mais, ça reste une gâterie, une tarte, là, on s'entend. On satisfait plus de gens qui ont une gâterie que si on prend une plus petite tarte et des plus grosses pointes. Donc, c'est un peu le but de l'intervention sur la découvrabilité, là, c'est d'intéresser les gens à ce qui se passe ici. Absolument. Merci. Moi, ça faisait le tour des questions que j'avais pour vous, mais je vous donne, il reste environ 2 minutes et demie pour 40 secondes. Bon, 35 secondes. Bon, mais je vais vous remercier tout simplement. Merci. Merci pour l'accueil. Merci.